A-t-on un bilan sur la prise en charge des patients transférés en dehors de leur région, sortie de réanimation, retour dans leur région et la façon dont ce retour est organisé, lieu d'hospitalisation, retour à domicile? Nous n'avons pas encore d'études individuelles, évidemment, pour rassurer tout le monde. Ces patients ont été transférés dans d'excellentes conditions de sécurité grâce à la mobilisation des équipes de transport qui ont été massivement engagées, massivement mobilisées avec des animateurs, des infirmiers, donc des conditions de sécurité maximale. Je pense d'ailleurs que nous ferons un bilan complet de ces évacuations sanitaires parce que nous avons appris beaucoup et nous avons réussi ces évacuations très nombreuses, 640 évacuations de malades de réanimation par différents vecteurs aériens, hélicoptères, bateaux et TGV médicalisés. Donc il faudra que nous procédions à un retour d'expérience et à une synthèse de tout ce que nous avons fait, notamment pour soulager les équipes les plus touchées, les plus fortement impactées par l'épidémie dans le Grand Est en particulier, mais aussi en Haute-France et en Île-de-France. Et nous n'avons aucun élément de pronostic particulier sur ces patients individuellement. Ils sont pris en charge dans les hôpitaux plutôt de l'ouest de la France ou du sud de la France, là où l'épidémie a moins sévi, et donc ils sont pris en charge comme les autres patients et dans des bonnes conditions. Selon Reuters, la France a allongé la liste de médicaments dont elle interdit l'exportation et cela ne plaît pas du tout à la Commission européenne qui demande justement à lever ces restrictions sur des médicaments vitaux. Quels sont les médicaments interdits d'exportation en France? L'Europe n'est-elle pas prioritaire? Alors nous avons pris des décisions très particulières pour justement favoriser l'accès de médicaments qui étaient en très forte tension pour les établissements français qui prenaient en charge des patients graves en réanimation. Ce sont des mesures d'exception qui permettent d'assurer les établissements qui en ont besoin dans des conditions d'extrême tension d'avoir ces médicaments pour les patients. Est-il envisagé que le Covid-19 devienne une maladie à déclaration obligatoire, notamment pour faciliter le suivi de l'épidémie sur le territoire? Alors c'est une très bonne question. Vous savez qu'en France, on a un certain nombre de déclarations obligatoires qui nécessitent par exemple une déclaration immédiate comme les méningites parce qu'il faut prendre immédiatement des mesures ou qui nécessitent tout simplement une surveillance épidémiologique. La différence entre ces 30 maladies à déclaration obligatoire et la maladie Covid-19, c'est qu'il y a beaucoup de cas de Covid-19 et que le vrai objectif de la surveillance Covid-19, c'est d'avoir un maximum de cas, tester toutes les personnes symptomatiques, d'être capable de faire du contact tracing, c'est-à-dire de faire immédiatement des tractations et détecter positif, détecter une personne est détectée porteuse du virus, de rechercher une amitié contact, tester ses contacts et ensuite d'isoler les contacts, isoler évidemment le malade et mettre en place une quatorzaine et un suivi actif. Donc c'est plutôt cet objectif-là que nous avons sur l'ensemble du territoire national, être capable de détecter les personnes symptomatiques, de détecter leurs contacts et de les prendre en charge dans les meilleures conditions pour éviter que le virus ne circule. Deux questions pour Radio France. Quel est le nombre de tests PCR réalisés à ce jour, hospitaliers, labos de ville, en EHPAD et établissements médico-sociaux, autres laboratoires type vétérinaire de recherche, et le nombre de tests sérologiques sur personnel soignant notamment, s'ils ont commencé? Alors, vous savez que l'objectif en France est désormais très clair. Nous devons tester les malades, nous devons tester les personnes symptomatiques, nous devons tester les cas contacts de ces personnes, nous devons tester les professionnels de santé, les personnes dans les établissements de santé lorsqu'il y a des cas, et puis bien sûr cette stratégie de dépistage prioritaire pour les EHPAD, pour leur permettre, lorsqu'il y a des cas, de savoir quelle est la présence du virus parmi les résidents, quelle est la présence du virus parmi les personnels pour pouvoir les aider à organiser les soins, à organiser la vie de l'EHPAD en secteur atteint ou non atteint pour protéger au maximum les résidents. Et le ministre en a reparlé aujourd'hui, nous augmentons notre capacité de jour en jour, nous sommes désormais à plus de 40 000 tests PCR par jour, donc vous voyez que nous sommes vraiment mobilisés pour réaliser ces objectifs. Au vu des dernières données de pharmacovigilance et parce que la majorité des cas sont apparus à l'hôpital, est-il envisagé d'interrompre certains bras de l'essai clinique Discovery, en particulier le bras hydroxychloroquine? À quel stade prend-on cette décision? Alors, c'est un point très important. Il peut être interrompu n'importe quand, n'importe quel jour, s'il y a un signal négatif. C'est-à-dire s'il y a des décès, si on sent qu'il y a un impact négatif pour des personnes qui prennent un traitement, à partir du moment où apparaissent des effets indésirables graves, où il y a visiblement un désavantage dans un bras versus un autre, il peut être interrompu à n'importe quel moment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de l'essai Discovery qui a fait l'objet d'une analyse intermédiaire, et ce n'est pas le cas d'autres essais, mais ça arrive régulièrement dans l'histoire des essais thérapeutiques que les bras soient interrompus parce
que l'effet est défavorable et évidemment, il n'y a aucune raison de poursuivre l'inclusion de patients sous traitement lorsque ce traitement, quel que soit ce traitement d'ailleurs, s'avère défavorable pour le patient. Une question pour Ospinedia. Dans le cadre de leur réouverture progressive, les ESAT seront-ils fournis en masque pour leurs travailleurs en situation de handicap par le truchement des circuits logistiques des établissements à structure médico-sociale? Alors c'est tout ce que nous mettons en place, la stratégie d'accès aux masques, soit pour les institutions médico-sociales et sociales, soit pour les personnes qui sont exposées. Et donc là encore, dans les prochains jours, nous aurons des explications très claires à fournir à l'ensemble des travailleurs et à l'ensemble des structures concernant l'accès aux masques, soit dans le cadre des masques soignants du champ médico-social, soit dans l'accès aux masques tampons. Question pour le Wall Street Journal. Qu'est-ce que la France fera avec la surcapacité des lits des soins intensifs aux hôpitaux et comment est-ce que la France va organiser ses hôpitaux pour faire face au Covid-19 dans le moyen terme? Est-ce que la France va garder cette capacité s'il y a un rebond des cas? Alors, sur la capacité en soins, Aïe nous avons doublé notre capacité de réanimation, ce qui était totalement inédit et ce qui s'est fait en quelques jours. Une prouesse des équipes hospitalières. Nous avons développé ces capacités et nous avons encore besoin de ces capacités augmentées, puisque je vous ai parlé du nombre de patients Covid en réanimation, mais il y a aussi des patients atteints d'autres pathologies graves. Donc nous avons encore besoin de ces lits. Nous espérons évidemment que le besoin en lits va se réduire. Nous avons aussi besoin de garder une capacité de réponse face à un éventuel risque de reprise épidémique, s'il y a un rebond, s'il y a à prendre en charge des cas groupés. Donc nous avons à la fois à revenir petit à petit vers une activité normale hospitalière. Vous savez que nous avons eu une très forte mobilisation grâce à la déprogrammation. Nous avons interrompu des activités programmées de médecine, de chirurgie. Les établissements de santé privés se sont mobilisés aussi pour aider les établissements publics. Donc tous ces établissements se sont réorganisés. Nous allons petit à petit adapter notre posture pour permettre de reprendre une activité normale. Je vous rappelle que nous encourageons les patients atteints de pathologies chroniques ou de pathologies aiguës à consulter leur médecin ou à consulter les services hospitaliers qui les suivent. Donc il ne faut pas hésiter à se rendre à l'hôpital si on a besoin d'aller à l'hôpital, mais nous avons en permanence besoin de garder une posture vigilante. L'épidémie n'est pas terminée pour pouvoir prendre en charge tous les patients. Une question pour France 24. On lit depuis le début de la crise que le virus peut rester actif plusieurs heures, voire plusieurs jours sur des surfaces inertes comme